Back with the remix. These boys all my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is just, The sun came out. I went about to drop. All right, so let's go. Shazam! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley-Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. Les Suns qui sur le parquet nous frustrent un peu en ce moment, on est toujours dans le no KD, no win. On l'a vu sur 3 défaites là qui ont pas été très jolies là contre New Orleans, Miami et Orlando. Et du coup on n'a pas trop envie de parler de jeu parce qu'on n'a pas envie d'être désagréable. Et on s'est dit qu'après l'émission de Trade Machine de la semaine dernière, on allait cette fois un peu parler rumeurs, notamment parce qu'il y a une grosse rumeur là qui entoure les Suns en ce moment, donc on va parler de ça va être le sujet de ce podcast du jour, avec comme toujours dans Valley ou presque, Greg qui est avec nous. Comment ça va, Greg? Non, ça va très bien. Ça va très bien. J'ai écrit un article fleuve sur Devin Booker qui m'a permis de démagnétiser un peu les tensions qu'on a depuis un moment sur Devin Booker. Je crois qu'on en avait parlé ensemble d'ailleurs. Mais non, sinon, on fait aller. On a encore eu un petit slot de jours de repos qui est pas malvenu parce que deuxième blessure de KD, deuxième fois qu'on a des jours de repos pour qu'ils reviennent le plus tôt possible. On va surtout récupérer aussi Ryan Dunn là, et Yusuf Nurkic. Yusuf Nurkic, qui est essentiel pour et Grayson Allen aussi. Et Grayson Allen, ouais. Mais Grayson Allen, il était là déjà au dernier match, non? Oui, il était pas là, je ne sais plus. Ouais, ou en tout cas, il était diminué quoi aussi. En tout cas, ouais. Puis en tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que on va récupérer de la taille et ça c'est cool parce que ça nous a manqué vraiment, tu l'as dit Rod, sur les matchs précédents, donc ouais, ça c'est bien. Mais c'est pas ce pourquoi on va discuter aujourd'hui, c'est ça qui est cool. Effectivement. Mais c'est bien aussi d'évacuer rapidement le terrain juste pour le parquet. Et avec nous, comme d'habitude également, il y a Malo. Comment ça va, Malo? Moi ça va plutôt bien, tranquillement. Il fait enfin beau, donc ça donne un peu le sourire. Notamment avec cette petite pause aussi qui fait du bien, arrêter d'être frustré un petit peu et revoir tout le monde au complet. Pense à autre chose. C'est ça devrait faire du bien. Puis là, il y a des rumeurs qui sont assez drôles en plus, donc. Tout à fait. Ça nous a un peu effectivement sorti de la monotonie et pour le coup, effectivement, on peut faire la transition avec le dernier podcast qu'on avait enregistré sur la Trade Machine. C'est pas du tout une possibilité qu'on avait envisagée parce qu'effectivement, on parlait des contrats des Suns qui sont a priori sur le marché. Donc Yusuf Nurkic, Grayson Allen, un petit peu de Josh Okogie aussi. Et là, on est sur quelque chose de tout autre, qui serait un blockbuster trade tout simplement, puisqu'il est de plus en plus question de voir Jimmy Butler être envoyé aux Suns. En tout cas, il y a des grosses rumeurs autour de Jimmy Butler là qui serait sur le départ de 8. On va peut-être un peu faire le point sur comment cette rumeur est arrivée et comment tout ça s'est passé. Je vais peut-être te donner la parole, Greg, parce que je pense que tu avais bien résumé ça dans le conducteur, donc tu peux peut-être commencer sur le contexte entourant cette rumeur qui a grossi là ces derniers jours autour de je vais faire le côté Miami. Et Butler. Je vous passerai la gonfle pour le côté Phoenix et Bradley Beal, mais grosso modo, on a deux camps qui sont dans cette rumeur. Le camp, évidemment, Phoenix Suns et Bradley Beal, et le camp de l'autre côté, Miami Heat et Jimmy Butler. Tout commence il y a 48 heures, je crois, peut-être un petit peu plus, avec Shams Charania qui tweet que Miami écoute les offres pour Jimmy Butler. Dans la foulée, on apprend également, toujours via Shams, que Jimmy Butler est intéressé par un certain nombre d'équipes, et particulièrement les équipes texanes de Dallas et de Houston, mais aussi par Golden State. Et puis, quelques heures après, Shams Charania rajoute avec insistance que les Phoenix Suns sont aussi dans la balance et que Phoenix serait finalement l'équipe priorité numéro 1 de Jimmy Butler en cas de trade. Il faut savoir que Jimmy Butler est free agent à l'été 2025, donc il lui reste grosso modo que la fin de saison là, 2024-2025 sur son contrat, et qu'ensuite il pourra choisir la destination de son choix.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'agent de Jimmy Butler démentit ce que Shams Charania dit. Il y a vraiment une espèce de duel entre les deux qui est assez drôle et qui remonte qui a un petit peu d'historique entre les deux. Shams Charania tient ses positions sur ESPN en direct face à Steven A. Smith et assure à 1000% que ces intels sont bien réels. Donc on le croit. On le croit d'autant plus que sur les réseaux sociaux, Jimmy Butler poste effectivement c'est la nouvelle couleur de ses tresses qui est orange et surtout un coloris de chaussures qui est finalement les couleurs de The Valley. Donc ce orange, jaune, violet et toutes les couleurs qui faisaient le maillot The Valley à l'époque, à la grande époque de DeAndre Ayton aux Suns. Et puis voilà, donc l'histoire en est là pour l'instant. Miami ne serait pas très intéressé par Bradley Beal, en tout cas il ne l'était pas en 2023 quand Bradley Beal avait fait de Miami une de ses destinations préférentielles. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une no trade clause dans son contrat et que ça peut être handicapant. C'était d'autant plus handicapant qu'à l'époque son contrat courait sur 4 années. Là, à la fin de la saison, il ne restera que 2 ans sur le contrat de Bradley Beal, donc peut-être que ce serait quelque chose qui va parler ou pas à Pat Riley et au Miami Heat. Voilà. Donc on en est là pour l'instant. Le Heat verrait les choses de la façon suivante. Ils aimeraient un trade un peu à la DeRozan Kawhi, donc récupérer un joueur référencé sans forcément aligner trop de tours de draft en plus. On est presque sur un trade sec one-to-one. Mais il faudrait que le joueur s'intègre bien dans l'effectif, colle à ce que le Heat a pour ambition, etc., etc. Donc c'est pas facile côté Miami, mais on a un Butler qui rêve d'aller aux Suns vraisemblablement, qui en a fait sa destination prioritaire. Et le truc c'est que Jimmy Butler il n'est pas dans la situation de Kevin Durant aux Nets. Et il n'est pas non plus dans la situation de Bradley Beal à Washington. Donc on va voir comment Pat Riley va gérer la situation côté Heat. C'est vrai qu'effectivement, la différence majeure par rapport aux 2 précédents gros salaires qui ont rejoint Phoenix là ces dernières années, c'est effectivement la durée du contrat. Tu l'as dit, c'est peut-être le truc le plus important dans toute cette affaire-là. Et le point qui fait penser qu'effectivement il y aura, enfin voilà, il peut se passer quelque chose autour de Jimmy Butler, c'est le fait qu'il est en fin de contrat sans player option. Non, c'est vraiment la fin de son contrat. Il sera free agent l'été prochain, donc effectivement il y a quelque chose autour de ça. Concernant Bradley Beal, ce qu'on peut préciser d'ailleurs sur son contrat, c'est que la dernière saison, donc 2026-27, je crois, c'est une player option. C'est ça, à 57 millions. Donc il y a des chances qu'il la prenne, mais tout dépend. Dans ces cas-là, ça peut être aussi intéressant d'avoir un contrat sur plusieurs années, faire de la décliner pour prendre un. On a déjà vu ça plein de fois en NBA, donc ça va être aussi un débat. Peut-être Malo, je peux te passer la parole pour la suite. C'est-à-dire du côté des Suns, comment ces petites rumeurs sont apparues? Est-ce que voilà, on a eu des éléments, notamment justement autour de Bradley Beal, et qui serait la potentielle monnaie d'échange? Bah ouais, de ce qui est ressorti, il n'y a pas eu de. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé déjà pendant la dernière émission des trade machines. Enfin, on n'a pas entendu de son de cloche comme quoi il y avait peut-être une envie d'un potentiel trade autour de Bradley Beal parce que déjà il y a cette no trade clause et si Beal n'est pas intéressé par la désignation, il y a tout simplement pas de possibilité que ça se fasse. Donc ça c'est quand même, je pense qu'on va se répéter beaucoup, mais c'est quand même une notion vraiment importante de ce potentiel trade avec de gros guillemets. Mais oui, c'est sûr que il y a quand même un Big Three qui marche, j'ai envie de dire, sur ce début de saison quand il est ensemble, notamment quand il y a Kevin Durant qui est disponible. Enfin, c'est 11-2 de mémoire ou quelque chose comme ça quand les trois sont disponibles. Donc c'est quand même un très très bon bilan. Après, c'est sûr qu'il y a les problèmes de blessure. Bill est un petit peu épargné cette saison et encore, il a quand même quelques petites absences notables. Donc il y a peut-être une volonté des Suns, enfin, on l'a vu en tout cas, Matisse Bia, s'il peut bouger, il va bouger. Enfin, il va pas, s'il y a une opportunité, il peut la saisir. Donc c'est peut-être pas forcément une chose que les Suns cherchent. Par contre, si l'occasion se présente, c'est très possible, très probable même que ça saute dessus tout simplement. À voir si c'est la bonne solution. Il y a aussi un petit côté qui peut jouer, qui est important dans la décision, c'est que le CEO des Suns, donc tout ce qui est la famille Bartelstein, c'est le fils de l'agent de Bradley Beal. Donc il y a un petit peu un côté prise d'opinion, enfin tout ce côté un petit peu d'alliance, de contre-alliance, tout ça qui peut jouer aussi, qui peut entrer dans la balance.
À voir si d'un côté Phoenix et Bradley Beal ont envie de bouger. On a vu quand même de plutôt bonnes choses sur quelques matchs dans ce début de saison. On a vu un duo Booker-Beal qui n'était pas forcément très très pertinent en tout cas sur ce début de saison. C'est aussi dû à la forme des deux qui est pas dans leur meilleur de leur carrière, mais voilà, il y a des adaptations qui étaient à faire sur le jeu sur ce début de saison. Il fallait attendre d'être au complet. Là, on l'a dit rapidement au début de podcast, on devrait l'être enfin au moins pour un match normalement. Donc voilà, est-ce que Phoenix a encore envie de faire quelques tests, d'essayer des choses ou enfin, ils sont prêts à bouger direct à la moindre opportunité, quoi. C'est un peu la question. Enfin, c'est tout est possible entre guillemets. Enfin, il n'y a pas de position fermée ou ouverte. Enfin, c'est vraiment, je pense, ouais, une question d'opportunité et de pourquoi pas ça se présente, on la prend, quoi. Mais ouais, Je sais pas si vous voyez les choses de la même manière. je suis complètement moi d'accord avec ça parce qu'effectivement ça ressemble un petit peu justement à ce qu'on avait vu pour Bill et Mm. même pour Eddie d'ailleurs où bah voilà le nous arrive sur le marché, le gros nous arrive sur le marché et directement effectivement t'as un peu l'impression que tu vois genre HBA il est en mode non mais moi aussi je suis dans l'actu. Il y a pas de problème, tu vois, ça, il y a une star sur le marché, bah, ça m'intéresse et tout. Il y a un peu ce côté, alors ça n'a pas été le cas pour toutes les stars qui ont été transférées là depuis qu'il est arrivé, mais néanmoins là on est un peu dans ce cas de figure là. Donc oui, comme tu dis, il y a une question d'opportunité et d'opportunisme même, on peut le dire comme ça. Et on sait que le front office des Suns c'est un peu sur cette ligne là. Alors pour préciser par rapport au trio, je crois qu'ils ont joué que 11 matchs ensemble et c'est 9-2 du coup leur record de tous les trois. C'est Durant en fait quand il est sur le terrain, pour le coup c'est 11-2, mais je crois qu'il y a 2 matchs où Bill est absent et que effectivement que les Suns sont gagnés. Bah déjà à ce stade-là, on peut commencer à discuter ensemble, messieurs, de bah est-ce que tout ça nous semble réaliste? Est-ce que, enfin, on arrive à voir on va en parler après, mais l'intérêt sportif pour les Suns, enfin, l'intérêt pour les Suns, il est à plusieurs niveaux, on va en parler après. Peut-être moi, ce que je vous propose, peut-être, c'est la première question, c'est peut-être plutôt du point de vue de Miami. Tu parlais du tour de draft tout à l'heure, Greg. Pour toi, c'est suffisant comme projet pour eux de reconstruire autour de voilà genre effectivement un modèle un peu Toronto enfin donc du coup eux, ils seraient pas dans la position de Toronto du coup Ouais. plutôt dans celle des Spurs tu vois, Ouais. mais justement est-ce que enfin comment comment tu vois les choses à ce niveau-là, est-ce qu'ils sont vraiment dans cet état d'esprit-là? Enfin c'est difficile à dire évidemment, on n'est pas dans le front office, enfin on n'est pas dans le bureau de Pat Riley, mais quel est l'intérêt réellement, quel serait l'intérêt réellement d'opérer ce trade avec nous en fait pour eux, c'est ça la question. Je crois que l'intérêt de Miami pour opérer dans ce trade, je pense qu'on pourra peut-être le développer un petit peu plus tard. Peut-être que c'est un intérêt peut-être à 3 équipes plutôt. Pour récupérer un autre asset que Bradley Beal, par exemple un Zach LaVine, mais il faudrait dans ce cas-là que Bradley Beal accepte d'aller à Chicago, ce qui est moins donné à mon avis que d'accepter d'aller en Floride. Ouais, Et c'est sûr. le truc c'est que Miami est un peu dans une impasse. En fait, en tout cas moi il me donne l'impression d'être dans une impasse. Tu as un joueur dont le contrat finit cet été, tu dois le trade, sinon il part contre rien. Ce que tu récupères, c'est un package le meilleur possible, mais ce sera jamais 100% de ce dont tu as besoin, 100% de ce qui convient à tes ambitions et 100% de ce qui convient aussi à tes envies pour le futur, au-delà des ambitions cette saison-là, qui sont à mon avis revues à la baisse en plus, parce que le hit fonctionne pas très très bien sur cette saison. Du coup, ben, c'est pas facile pour le 8 de faire un choix. Je sais pas quels sont les autres packages qui, pour l'instant, ont été offerts à Miami pour Jimmy Butler. Mais la question, c'est est-ce que Bradley Beal plus 1 ou 2 second tours de draft, je pense pas que les Suns lâchent le tour 31 pour un joueur de 36 ans à qui il reste 6 mois de contrat. Est-ce que ça, c'est suffisamment séduisant pour le hit pour lâcher Jimmy Butler dont le contrat finit dans 6 mois et se retrouver avec un joueur no trade clause, etc. En fait, ça fait beaucoup de questions. Et moi, je suis pas dans les papiers du Miami Heat. Ma spécialité, c'est un peu les Phoenix Suns. Et je pense que, enfin, je pose plutôt la question ouverte aux gens du 8 qui tomberaient sur ce podcast. Mais est-ce que vous pensez que le Heat, que Pat Riley et son équipe pourraient être convaincus par un trade autour de Bradley Beal? Parce qu'effectivement, il y a la question du fit qui paraît difficile parce que Tyler Herro est en saison très correcte, très très correcte, alors qu'il a été dans les rumeurs de draft depuis au moins 2 saisons, voire 2 saisons et demie. Qui a Terry Rozier qui est toujours en sortie de banc et qui est quand même un bon joueur NBA.
Voilà, ça fait beaucoup sur ces postes arrière de joueurs, mais bon, il n'y a qu'à voir aux Suns. Hein. Il y a X guards qui sont dans la rotation des Suns. Donc je sais pas, j'avoue que le 8 me paraît être dans une équation difficile à soulever. Je sais pas quelle sera la priorité pour eux, quoi. Oui, et puis l'autre question, c'est est-ce qu'ils ont envie entre guillemets, d'accéder aux demandes de Ouais, Butler si bah ouais. Butler favorise les Suns, quoi. Toi, tu penses quoi de tout ça, Malo? Ouais, bah, c'est très compliqué, surtout pour eux, parce que voilà, nous, comme on l'a dit, c'est un peu plus une opportuniste on sait pourquoi pas, mais en soi, il n'y a rien qui nous oblige à trade Bradley Beal. Mais c'est vrai qu'eux, bah, c'est comme l'a dit Greg, soit tu acceptes les demandes de Jimmy Butler, ou soit tout simplement tu gardes un joueur pas content dans ton effectif. Et en plus, on sait que Jimmy Butler, c'est pas du genre à aller accepter, fermer sa bouche pendant 6 mois et se mettre un petit peu de côté. Donc voilà, t'as pas forcément envie de gâcher un peu tout ton collectif, surtout dans une conférence Est où, bah, mine de rien, même en n'étant pas très performant, tu peux vite te retrouver assez bien classé en playoff. Donc ouais, je sais pas du tout s'ils ont l'intérêt de faire ça. Euh, Après, ce qui peut changer, c'est qu'aussi, selon les destinations de Jimmy Butler, s'il est intéressé par une destination, ce serait peut-être pour signer un contrat plus long, enfin en tout cas prolonger cet été. Après, il n'y a rien de sûr de signer ou quoi. Ce Mhm. serait dans la logique des choses. Après, on sait jamais, mais c'est que bah, dans les destinations choisies, il n'y en a pas non plus qui peuvent proposer un package qui donne vraiment envie à Miami de se séparer. Houston, je pense que ça va vite tourner autour de Jalen Green. C'est le même problème que Bradley Beal, même si voilà, il n'y a pas cette no trade clause, tout ça, bah il y a déjà, comme Greg l'a dit, Thierry Rozier et Tyler Hero au même poste en plus, qui plus est, donc avec vraiment le même profil que Tyler Hero, un peu pour Jalen Green, en tout cas un profil très offensif, aussi le même que Thierry Rozier. Pour Dallas, ça va plus être des joueurs un petit peu de complément, voilà, des ailiers un peu, mais voilà, pas un joueur qui peut porter une franchise, en tout cas, voilà, assumer ce rôle plus important. Pour Golden State, il y a peut-être Kuminga qui peut être une pièce importante, mais bon, il y aura vite Andrew Wiggins ou quoi mis avec lui, donc voilà, il n'y a rien d'excitant, j'ai envie de dire, pour Miami dans ces quatre équipes-là. À voir si, bon, bah, il y a un trade à 3 équipes qui s'organisent ou il y a autre chose. Et ça, bah, comme dit Craig, c'est une équation. Bon, bah, on n'a pas les réponses. Déjà, je pense que les jeunes de Miami n'ont pas forcément, nous, encore moins. Donc, ouais, c'est un flou. Je pense que la fanbase de Miami doit être dans un sacré flou parce que bah, t'es un peu obligé de le trade, mais bah, d'un côté, t'as pas forcément envie, quoi. Donc, c'est. Ouais, Ouais, tu en es fait, coupé. moi, ce qui m'inquiète un peu. Ah, Greg, on ne t'entend pas. Pardon. Non, mais je disais, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas Jimmy Butler qui demande son trade. C'est C'est vrai. Miami qui dit qu'elle écoute les offres pour Jimmy Butler. Quelle timeline se donne Miami? Je pense que c'est pas un trade qui est pressé. Je pense que c'est un trade qui peut largement attendre la trade deadline, ou en tout cas jusqu'à la trade deadline. Et j'imagine que Miami va laisser plutôt le temps aux autres franchises de créer des propositions de trade, voire même à plusieurs, qui seraient plus attrayantes pour Jimmy Butler. Je ne pense pas qu'on soit dans une course à la signature immédiate pour Jimmy Butler, à la signature d'un accord de trade. Du coup, moi, je pense que ça fait les affaires des Suns. Ça fait les affaires des Suns parce que, je vais te lancer peut-être là-dessus, Rod, mais à mon avis, le calendrier des Suns sur la question d'un trade de Bradley Beal, il tient surtout au nombre de matchs qui sont joués par le Big Three de Phoenix en ce moment. Et à quel point on arrive à répéter le bilan de victoire qu'on a quand les trois sont ensemble sur le terrain. Donc là, pour l'instant, on a un bilan de 9-2, tu disais, Rod, je croyais que c'était 11-2. On a un bilan de 9-2. Non, c'est juste Durant, en fait. Voilà, c'est ça. Donc on a un bilan de 9-2 quand Bradley Beal, Kevin Durant et Devin Booker sont disponibles tous les trois. C'est un bilan qui est extrêmement positif, mais c'est un bilan qui ne donne que 11 matchs alors qu'on en a joué 20 ou 22. Donc je pense que c'est tout à notre avantage, à l'avantage des Suns en tout cas, d'avoir ce temps de réflexion côté Miami pour pouvoir juger d'abord si on garde ce Big Three ou si on fait rentrer un autre joueur à la place d'un des membres du Big Three et notamment de Bradley Beal, ou si on le conserve en l'état et qu'on y croit dur comme fer pour la saison qui arrive.
Mm. Bah, effectivement, c'est toute la question, quoi. C'est-à-dire que, enfin, depuis sa signature, on sait que c'est un peu le problème principal du Bradley Beal de 2023, 2024 et donc de 2025, c'est sa condition physique et le fait qu'il puisse pas vraiment enchaîner les matchs. Ce qui est particulier, c'est que dans le trade, bah, c'est pas forcément la qualité première de Jimmy Butler non plus, même si ceci dit l'année dernière il a quand même pas mal joué, mais il est souvent blessé lui aussi. Parfois à des moments un peu coton, on va dire. Mais tout ça pour dire que oui, du côté des Suns, comme tu le dis, il y a, enfin, en fait, je pense qu'il y a, ça rejoint un peu ce que vous avez dit tous les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas, il y a rien qui presse, il n'y a pas d'obligation à. En revanche, effectivement, et peut-être on va commencer à parler de ça aussi. On peut considérer que du point de vue de Phoenix, en étant complètement justement pragmatique sur cette opportunité-là de trade, bah, c'est quand même le moyen d'améliorer l'équipe. En fait, il y a vraiment cette espèce de truc qui est un peu en creux derrière tout ça, c'est que pour un joueur qui a un salaire à peu près équivalent, qui est un petit peu moins que Bradley Beal, qui en plus est en fin de contrat, ça aussi on va en reparler, il y a cette perspective d'avoir un joueur qui est quand même bien plus productif, bien plus important dans la construction d'une équipe NBA aujourd'hui. Et effectivement, je pense que c'est aussi ça ce qui fait que de toute façon, là, tant que Butler sera pas officiellement tradé quelque part, peut-être ailleurs qu'à Phoenix d'ailleurs, cette rumeur elle restera un peu parce que en fait, je pense que vraiment la mathématique simple de dire ah bah là c'est un cadre qui conviendrait pour trader Bradley Beal parce qu'effectivement là pour le coup tu récupères un joueur qui est un peu meilleur dans un cas de transfert comme on l'a dit qui peut se réaliser quoi. Donc effectivement du point de vue des Suns, en fait, je comprends tout à fait le positionnement. Ça paraît un peu ambitieux et un peu peut-être, comment dire, il y a peut-être ce risque-là aussi, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais peut-être de pas braquer Bradley Beal, mais de le positionner un peu dans une position un peu confortable, de dire bah la monnaie d'échange chez toi, évidemment par défaut, puisque bah que ce soit KD ou Book, ils sont clairement intouchables. Et donc ouais, ça c'est aussi peut-être un risque. Je sais pas ce que vous en pensez. Malo, toi tu penses qu'il y a un risque autour de Bradley Beal et de ce qu'il apporte dans le groupe ou Bah, c'est toujours possible, je pense. Ce qui est bien, c'est qu'on l'avait vu motiver, en tout cas, notamment du coup, au début de saison, le Media Day, tout ça. Enfin, il avait l'air vraiment impliqué avec notamment les nouvelles consignes de Bud. Après, dans les faits, c'est pas forcément le meilleur Bradley Beal ou le Bradley Beal qu'on attendait. On en avait bien longuement parlé. Voilà, on n'entendait pas un Bradley Beal à 30 points, mais dans les efforts qu'il avait fait, notamment en fin de saison, là, c'est pas vraiment le cas dans cette saison. Après, il y a aussi voilà tout ça, le manque de rythme, le fait voilà de revenir pour 3 matchs, de s'arrêter 2 matchs, de reprendre pour 4, de s'arrêter pour un. Enfin, c'est sûr que ça aide pas. Il n'est pas du tout le seul de l'équipe à être dans cette situation. Donc, ouais, il y a une question qui peut se poser autour de ça. Surtout que le truc, bah, c'est que c'est sa no trade clause qui, encore une fois, bah, juste, il peut dire non à ce transfert et après, ouais. bah, ça se braque avec l'équipe en fait. Hmm. Et c'est jamais bon, surtout avec un joueur important comme ça, avec son salaire qui plus est. Bah, s'il n'est pas impliqué à 100% dans l'effectif, déjà que on vise sûrement trop haut par rapport à ce qu'on est. Si en plus les joueurs importants qu'on a sont pas forcément impliqués à 100% dans l'équipe, bah, on l'a bien vu l'année passée et ça ne marche pas du tout. Je dis pas que ça peut forcément arriver jusque-là, mais que oui, c'est sûr qu'il y a des risques de pas forcément le perdre totalement, mais en tout cas de qu'il soit pas sur la même longueur d'onde que les autres et créer un petit peu une cassure avec le reste de l'équipe qui, pour le coup, a l'air justement en fin cette année d'être un peu dans le même sens, en tout cas de créer peut-être un petit groupe qui va dans le même sens. Et c'est vrai que bah, Bradley Beal pourrait vite se retrouver un petit peu en autarcie, enfin un peu seul dans son coin, dans son île à côté de ça, quoi. Donc Hmm. c'est sûr que c'est un problème qui peut se causer et que bah, si on commence à parler vraiment de trade autour de ça, c'est qu'il faut être sûr que ça se fasse, quoi, je pense. Mmh. Oui, effectivement, il y a aussi un côté, c'est souvent comme ça en NBA, les rumeurs, voilà, les joueurs, ils sont habitués aussi, arrivent à s'en amuser aussi, à jongler un peu avec ça, mais parfois, bah, justement, la dure réalité te rattrape. On se souvient justement, tu mentionnais le trade de DeRozan, Kawhi, que pour DeRozan, ça avait été un vrai déchirement de se faire trader un peu comme ça, genre comme un malpropre, j'allais dire. Pas vraiment, mais un peu en mode non, mais c'est bon, on va prendre Kawhi, toi, ok, t'as été le meilleur scoreur de l'histoire du club, mais c'est pas grave, tu vois, voilà quoi. Il y a un peu
toujours ce côté-là, et les joueurs sont conscients aussi de ce truc-là, quoi. Donc je pense que Un Bill, peu comme Kat cet été, même si pour l'instant ça a l'air de bien se passer pour lui, c'est un peu le c'est ça, clairement, même c'est scénario où au moment du trade, un ouais, c'était bon pas. exemple. Ouais, tout à fait, un très bon exemple de ça. Et effectivement, la différence de Bill, clairement, hein, c'est cette fameuse no trade clause qui fait que lui a la main, la décision finale sur son truc, et ça change beaucoup de choses. Donc on voit en fait avec tous ces petits angles là d'approche du côté des Suns que bah ouais, c'est quand même un dossier qui est un petit peu touchy malgré tout, qui peut potentiellement être un peu explosif. Mais ouais, du coup, enfin c'est ce qui est assez intéressant, c'est que ça repose pour moi vraiment sur une vraie interrogation sportive, et on peut peut-être basculer sur ça, messieurs, si ça vous va. Euh, Là, pour le coup, on peut commencer à faire un peu de science-fiction, essayer de se projeter un peu, donc dans l'idée où, en gros, simplement, Jimmy Butler remplacerait Bradley Beal aux Suns, l'équipe serait a priori meilleure. En quoi? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on y perd, quoi? C'est un peu ça la question. Je te pose la question à toi, Greg, pour commencer. Ben, bon, moi, vous le savez, je me suis fait l'avocat de Bradley Beal pendant. Là, c'est la 2e saison. Mais je serai aussi celui qui fera ses valises. je veux bien. L'avocat le plus opportuniste de l'histoire. Non, mais le pire avocat du monde, c'est le mec qui te fout en tôle, quoi. Non, mais moi, client. mais vraiment, je suis l'avocat de Bradley Beal. Je le défends, et je défendrai d'ailleurs son bilan aux Suns. Parce que même pour 50 millions, déjà, c'est pas moi qui lui paye 50 millions, on le répète. Mais surtout, j'ai toujours trouvé que ça avait été un joueur impliqué, sauf peut-être la semaine passée où je l'ai trouvé un peu en dedans, mais bon, ça arrive. J'ai toujours trouvé que c'était un joueur qui donnait pour les Suns. Et moi, on aime ça dans Valley Hoop, les joueurs qui donnent pour le maillot des Suns. Donc, on a été relativement positif envers Bradley Beal. Mais le problème, c'est qu'en face, tu as le joueur qui répond exactement à toutes les questions que les Suns doivent se poser vis-à-vis de leur roster. De la défense. Tu le vois même carrément comme ça. De quoi? Tu le vois carrément comme ça, toi. Ben, oui, honnêtement, de la défense, de la taille, de la dureté et de l'intensité, du drive. On est quand même sur un joueur qui prend 50% de ses tirs au cercle avec une adresse à 70%. Et du leadership. Jimmy Butler remplit toutes ces cases. Il a déjà évolué dans des équipes où il n'était pas le franchise player. Ça s'est pas toujours bien passé, effectivement. Ouais, mais je fais partie de ceux qui pensent que s'il y a bien 2 joueurs en NBA, ou en tout cas une paire de joueurs dans une équipe où Jimmy Butler arriverait pour être la 3e option, tout en ayant un énorme impact sur le leadership et dans le vestiaire, c'est clairement avec Kevin Durant et à Devin Booker. Parce que je pense qu'il respectera la carrière de Kevin Durant, et aussi parce que l'éthique de travail de Devin Booker et la façon dont il se plie à la fois aux consignes, mais aussi à ce désir de gagner, est équivalent à celui de Jimmy Butler. La différence, c'est qu'on en a un qui est très vocal et qui aboie, et l'autre qui se tait et qui mord sur le terrain. Je pense qu'on aurait une équipe, en termes de fit vestiaire et de fit terrain, beaucoup plus équilibrée qu'avec Bradley Beal. Qui est rempli de bonnes intentions, mais qui est presque trop gentil. Et voilà. Donc là, on basculerait dans une équipe où clairement on aurait un dog de tout premier niveau, quoi, voire le master dog de la ligue, quoi. Donc évidemment que j'appuie sur ce bouton de trade tous les jours dans ma carrière GM sur NBA 2K. Ben voilà, je vous pose la question en retour. Est-ce que vous pensez que ça fit? Et du coup, vu que j'ai répondu pas mal aux questions de oui, ça fit parce que telle et telle raison, est-ce que vous avez des interrogations sur des endroits où ça fitterait pas? Vas-y, Malo. La patate chaude. Pour le coup, pour le fit sur le terrain, je suis d'accord, dans le sens où déjà, on a déjà parlé longuement. Bradley Beal, Devin Booker, c'est pas le même joueur, mais c'est quand même un nouveau poste 2 qui est pas très grand. Donc voilà, avec Tyus Jones en plus, c'est niveau défense, taille, tout ça, c'est une autre faiblesse qui est clairement avec le poste 5, notre faiblesse clairement identifiée et identifiable de l'équipe. Donc c'est sûr que à ce niveau-là, avec le côté défense qui ramène, voilà, la taille du cercle dont tu as parlé aussi, sur ça, il y a zéro souci, c'est clair et net.
Je pense que Rod sera d'accord là-dessus. Après, il y a pour le coup son tir à 3 points ne m'inquiète pas forcément parce que c'est un joueur qui quand même s'il sera ouvert et sur certains matchs pourra quand même en tenter avec de gros volumes et être plutôt efficace. Enfin, voilà, sauf il peut tourner à 35% sur toute l'année ou dans ces eaux-là et ce serait pas voilà, ce serait un peu dans ses standards. Donc sur ça m'inquiète pas forcément. C'est plus le côté mentalité où j'ai plus quelques doutes, notamment sur le fait que bah on a déjà une équipe qui a du mal à chercher à trouver de la régularité et au-delà du fait que bah c'est pas quelqu'un qui va jouer les 82 matchs de la saison non plus. Dans les matchs qu'il va jouer, il y en a quand même pas mal où le mec est juste là pour t'as l'impression qu'il fait son footing du dimanche quoi. Il joue, il prend 3 petits tirs en fin de quart-temps, il va aller défendre un peu sur le mec d'à côté et bah, dans une équipe comme la nôtre où on a besoin de trouver ce rythme de croisière, ses habitudes, Mhm. c'est ça qui me chagrine un petit peu, en tout cas qui me fait poser des questions. C'est pas non plus la qualité première de Bradley Beal. Enfin voilà, on en a dit beaucoup de bien cette saison. Voilà, il alterne un petit peu le haut et le moins bien aussi dans ce domaine-là. Donc c'est sûr que ça va pas. Voilà, on passe pas d'un côté d'un mec qui est là tous les soirs, d'un Shai qui va aller mettre ses 30 points et qu'on passe à un mec qui va être un peu comme ça. Mais j'ai peut-être peur que ça casse un petit peu peut-être dans le vestiaire où bah il y a ce côté dog, mais d'un côté il assume pas forcément ce qu'il fait. Là où ça différencie de Booker et Durant qui sont plus bon bah fais ce que je fais sur le terrain et je parle pas trop. Donc ça peut coller et ça peut apporter bah, cette mentalité, cette hargne, enfin, tout ça aux Suns qu'on justement on parlait, qui commence à en avoir un petit peu avec du Ryan Dunn, du Grayson Allen qu'on apporte aussi, Devin Booker qui commence aussi parfois à en avoir, KD qu'on a pas mal aussi cette saison. Donc c'est sûr que ça peut être un fit parfait et ça peut très très bien se passer et peut-être que dans 6 mois on en reparle en se disant que c'était un trade à faire et que on a amélioré significativement l'équipe. Mais j'ai quand même quelques doutes, même si je pense que je sauterai sûrement sur l'occasion si ça arrive dans ma carrière Touquet, comme tu as dit. Mais je serais pas aussi définitif et affirmatif, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Rod. Euh, Comment dire? Vraiment, je pense sur le terrain, enfin, ça paraît sûr en fait. Enfin, je veux dire, il y a pas trop de questions à se poser. On peut commencer par les éléments, on va dire, sur lesquels Bill est meilleur. Et en fait, il y en a pas beaucoup. C'est en gros le tir à 3 points et c'est quasiment tout, quoi, on va dire. Peut-être plus de dynamisme, mais encore, tu vois, genre il est un peu plus rapide, quoi, tu vois, mais c'est pas non plus, il y a pas non plus une énorme différence entre les deux. En revanche, effectivement, clairement, Butler a des atouts et propose des choses sur un terrain de basket que ne peut pas proposer Bill, ne serait-ce parce qu'il y a une grosse différence de taille entre les deux. Je crois qu'il y a 8 cm d'écart, je viens de regarder ça, oui, c'est ça. De mètre 1 pour Butler et 1m93 pour Bill, donc c'est quand même une grosse différence. Et effectivement, ne serait-ce que ça, vous l'avez dit tous les deux, dans le projet des Suns là actuellement, ça a toujours été un peu bancal d'avoir Bill avec Booker, on sait pas trop comment coordonner les deux, à tel point que moi je milite depuis quelques mois pour mais Bill, 6ème homme, faudrait tester tout machin, parce que bah du coup c'est pas si évident de les faire cohabiter en fait, quoi. Alors que là on a quand même un poste 3 naturel, même si on sait bien que aujourd'hui c'est le positionless basketball et tout machin, c'est pas si vrai que ça dans une certaine mesure, c'est-à-dire que t'as quand même besoin en l'occurrence de taille et effectivement c'est ce qui manque aux Suns depuis des années, depuis 2 ans sur le poste 3, quoi, que ce soit d'ailleurs Grayson Allen ou Bradley Beal qui occupe ce poste là. Donc effectivement ça résout ce problème là déjà de base, mais au-delà de ça, moi c'est vraiment ça, et peut-être même pour moi c'est un peu comment dire, pas sous-coté, mais je veux dire, enfin, il faut aussi se rendre compte que même en saison régulière, ce que produit, tu vois, t'as l'eye test, et moi je suis d'accord avec ça, hein, l'eye test de Butler, c'était l'impression qu'il s'en bat un peu la race, il est pas toujours à fond et tout machin. Le rendu, notamment le rendu statistique, est assez monstrueux. Le mec est ultra efficace en ce moment depuis quelques années. Ça n'a cessé de monter au cours de sa carrière. Là, depuis 3 saisons, avec le Heat, il est à 1,30 par possession en moyenne en saison régulière, donc ce qui est énorme. Évidemment, c'est boosté par le fait qu'il va beaucoup chercher des lancers. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui serait mais du pain béni pour les Suns d'avoir un joueur en plus, sachant que Booker, moi je trouve, s'est bien amélioré cette saison par rapport à ça, et que KD, ça reste une composante de son jeu, pas une composante principale, mais il sait comment obtenir des lancers francs, quoi. Je veux dire, rajouter Butler dans ce domaine-là, là on gagne vraiment en efficacité. C'est-à-dire ce qu'on perd en 3 points, mais on le gagne plus en lancer franc pour moi dans Ah, c'est sûr. dans ce truc-là. Donc vraiment, il y a quelque chose du côté offensif qui serait très très intéressant. Donc tu perds un peu en spacing, pour le résumer un peu comme ça, mais tu gagnes de fou en force de pénétration. Tu gagnes effectivement dans ce côté, le mec peut take over un peu à tout moment, beaucoup plus facilement à mon avis,
en tout cas sur ce qu'on a vu depuis 2-3 ans, que Bradley Beal. Et ça, c'est des éléments qui manquent parfois aux Suns. Là, on le voit bien, Booker, il a du mal en ce moment, en tout cas quand KD n'est pas là, enfin, c'est presque encore une fois caricatural depuis le début de la saison, à vraiment maintenir le truc, à tirer tout le monde vers le haut, quoi. Et Butler peut être un relais magnifique pour ça. Donc moi, je pense que, et t'en parlé un peu sur le côté, moi je suis plutôt d'accord avec Greg du coup sur l'aspect mental, psychologique, fit mental qui serait bon, parce que pour moi, ça rentre vraiment, enfin, je veux dire, Butler, il comble certains trucs, il apporte une mentalité un peu de doc qui a déjà un peu Bradley Beal, mais avec plus de métier, enfin plus de, alors ça, on va dire, c'est plutôt dans le côté négatif, mais ça reste un joueur qui est un peu plus âgé que Bill. Il a 35 ans quand même. Butler, ça joue aussi. Mais c'est aussi plus d'expérience. C'est un mec qui est allé très très loin en playoff en étant vraiment le go-to guy, quoi. Donc c'est tout ça. C'est pas seulement un bagage, genre un CV, c'est ce qu'il va apporter sur le terrain aussi. Donc pour moi, de ce point de vue-là, il y a absolument aucune question à se poser. On peut éventuellement s'interroger défensivement, justement, c'est peut-être de ce côté-là que en saison régulière, il est moins concerné, et dans le système de Bud, malheureusement, c'est peut-être un peu compliqué d'avoir un joueur moins concerné. Mais sa taille va être intéressante, enfin, ce serait intéressante aussi en défense. Donc, et le fait que c'est de base un excellent défenseur, même si, comme tous ces excellents défenseurs qui sont devenus d'excellents attaquants, on peut penser à Kawhi aussi, ils ont forcément un petit peu perdu en défense parce que tu peux pas être un chien de la casse tout le temps sur toutes les possessions défensives si tu dois assurer 30 points par match de l'autre côté, quoi. Donc voilà, mais encore une fois, moi sur le fit de terrain, enfin, ça me semble, je paraphrase du coup un peu ce que disait Greg, mais ça me semble idéal à beaucoup de points de vue, et les quelques petits bémols qu'on peut apporter, pour moi, sont vraiment j'allais dire pas futile, parce que le spacing c'est une donnée importante aujourd'hui en NBA, mais pour moi ça change pas radicalement la phase des Phoenix Suns sur ce plan-là. Si Butler, enfin, tu vois, genre, on va pas passer de on a un spacing de fou à on est tout d'un coup revenu dans les années 90, et en fait on n'a plus que des mecs qui tirent vraiment à distance, parce que ce qui est moins le cas de Butler d'ailleurs. Oh, ça ravirait toute une fange de Twitter, mais c'est un autre sujet. Oui, c'est vrai, c'est pas le grand débat. Non, mais par contre, sur le côté spacing, je pense que ça modifierait la géométrie du jeu des Suns, mais je suis pas sûr que ce soit pour le moins bon. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'abord et avant tout l'efficacité, c'est-à-dire que quelqu'un rapporte des points. Et que ce soit un shooter à haut volume à 3 points avec des hauts pourcentages, comme Grayson Allen la saison passée par exemple, ou Kevin Durant cette saison par exemple, ce qui est important, c'est avant tout la rentabilisation des tirs. Et clairement, sur ce sujet, tu l'as dit, Rod, Jimmy Butler, il est top. Il est vraiment, vraiment top. Donc moi, je préfère un joueur qui n'a pas de shoot extérieur, mais qui par contre, sur la rim pressure, est inarrêtable, qu'un joueur qui a du spacing, mais qui va être à côté d'autres joueurs qui ont aussi le même format de tir, quoi. Parce que on se retrouve dans une configuration qui est presque celle de Boston, avec que des shooters extérieurs, ou presque, sachant qu'au moins à Boston, ils ont des joueurs qui sont capables de finir au cercle, parce que nous, on a moins. Mais en plus, par rapport à Boston, on n'a clairement pas l'adresse, parce que le plus mauvais shooter à Boston, dans le 5, il doit être à 38%. Nous, c'est pas le cas. Donc, c'est notre meilleur, quoi, à 38%. Non, je crois qu'on est à plus. On a un ou deux joueurs à 40, mais je veux dire, ils sont peut-être même pas dans le 5. Mais vous voyez, en fait, c'est une question de géométrie du terrain. Je pense que la géométrie avec Jimmy Butler, elle est meilleure. Ah oui. Oui, puis c'est aussi une question de multiplicité d'atouts et de variété dans le jeu. Exactement. Là où, entre guillemets, on l'a déjà dit, mais Bradley Beal, Devin Booker, c'est un peu le même style de joueur qui, scoreur, qui peut créer pour les autres, mais voilà, ça quand même un jeu plus tourné sur le mi-distance, le 3 points, surtout ce Bradley Beal-là. Le Bradley Beal il y a 3-4 ans, pour le coup, niveau attaque de cercle, il n'y avait pas beaucoup mieux en NBA non plus. Là, c'est un petit peu plus compliqué pour lui, notamment physiquement. Et ouais, si t'en as parlé, Rod, aussi, il apporte avec son âge toute cette expérience, tout ça. Mais bon, il a aussi 35 ans avec un KD qui en a 36 à côté. Ça marche pour KD, ça peut marcher pour Butler, il n'y a pas de souci. Mais c'est un risque quand même à prendre. Et encore une fois, ce qui de toute façon est limite le plus important, c'est que s'il vient, faut que derrière qu'il y ait un petit engagement au moins pour 1 ou 2 saisons supplémentaires après, parce que pour le coup là, si on signe pour 6 mois de Jimmy Butler, qu'on se retrouve sans rien derrière, mais sans trop la possibilité de signer quelqu'un d'autre non plus, parce qu'en fait on va juste rattraper notre retard en fait au niveau des salaires, ce sera
à perte totalement. Alors, ça, c'est un dossier qui est très intéressant. On peut peut-être effectivement bifurquer un peu là-dessus parce que Magnifique transition de Malo. c'est effectivement une transition parfaite parce que le point central dans tout ça, donc on l'a dit au début, qui motive même toute la rumeur en fait, c'est que effectivement il est en fin de contrat en fin de saison. Et moi j'ai vu sur le site qu'il a une player option, Jimmy Ah ouais Butler. C'est peut-être moi qui regarde mal. Ah bah écoute, attends. Je vois qu'il a une player Alors moi, je option suis parti du à principe 52 que millions. j'avais vu ça. Après, Et je l'ai répété bêtement, c'est possible. Hein. Franchement, j'avoue, je l'ai pas vérifié. Pour le coup, autant j'ai vérifié pour. après voilà, elle sera à 52 millions. Donc 4 millions de plus que cette année. J'ai D'accord. regardé, ouais, voilà. C'est peut-être moi qui me trompe, mais Non, on va regarder ça. j'avais juste vu ça en préparant. Non, tu as raison. Tu as raison. Donc ça peut jouer un petit peu dans le. Ah oui, non, c'est très différent, effectivement. Ouais. Autant pour moi, je pensais que. Donc j'ai vraiment dit une bêtise tout à l'heure, mea culpa. Moi aussi, et moi aussi. désolé à nos auditeurs pour la grosse bêtise que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, mais ça m'a pas choqué non plus. Hein, donc, J'ai clairement dit, genre, il sera free agent. Là, c'est la porte ouverte à toutes les fêtes. Non, effectivement, il y a une player C'est option, ça. tu as raison, à 50 Donc pour le coup, là, s'il peut, ne serait-ce que Alors. signer sa player option, là, ça On est ajouterait un quand peu même dans du le plus cadre, dans le package, quoi. C'est ça, on est un peu dans le cadre que j'ai défini tout à l'heure avec Bill, c'est-à-dire effectivement, c'est typiquement, tu as deux choix qui s'offrent à toi quand tu es un gros joueur NBA qui arrive plus ou moins sur son dernier contrat et effectivement tu as cette dernière année là en player option et que justement tu dois prendre ton dernier contrat soit à ce moment-là, soit après ta player option. Effectivement, c'est deux options quoi. C'est soit tu te dis je prends la moulin maintenant et comme ça je suis tranquille, soit tu te dis bah non j'essaie d'équilibrer un peu sur la durée et tout. C'est ça. Il y avait eu des rumeurs sur KD. Alors lui, c'est un peu différent parce que je crois que toutes ces années sont garanties. Mais de toute façon, c'est ça un peu l'idée, c'est de se mettre d'accord pour que ça coûte moins que ça rapporte plus aux joueurs sur la durée, et que ça coûte moins sur le moment de la saison. Comme on avait fait avec Chris Paul, par exemple. Exactement. Typiquement, voilà, Chris Paul a fait ça avec les Suns et c'était encore mieux même le contrat, même si on n'a pas forcément bien joué là-dessus. Mais Carrément. il y avait un certain nombre de non garanties qui permettaient de moins peser, on va dire, dans la masse salariale à long terme. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu le trade assez facilement finalement. Pour Bradley Beal d'ailleurs. Et ainsi de suite. Et ça, c'est mais du coup, pour moi, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais avec Butler en fin de saison? Lui, je pense qu'il va être, encore une fois, on l'a dit, il a 35 ans, il va être enclin à signer un dernier multi-year contract, quoi. Tu vois, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il va l'envisager, et que c'est un peu le moment pour le faire. Enfin, je veux dire, il y a un côté déclin aussi. On sait jamais trop quand ça arrive avec les joueurs qui commencent à passer ce cap-là de 34-35 ans. Des fois, ça te rattrape plus vite que prévu, tu vois. Et là, t'es un peu, entre guillemets, je vais pas dire de gros mots, mais voilà, t'es eu dans le sens où tu n'es plus en position de demander le bon contrat que tu aurais pu négocier un an avant, quoi. Et effectivement, je pense que du point de vue de Butler et de son agent là, qui est justement ses tripes avec Shams Charania là sur les réseaux, il y a un peu cette donnée là. Enfin, peut-être que Miami justement dans leur discussion n'a pas envie de donner ce contrat à la multi-year et que lui va essayer de le chercher en fait. Et donc du coup, potentiellement dans l'équipe pour laquelle il sera tradé. Du coup, ouais, en fait, il faut voir, parce que pour les Suns, ça peut être aussi intéressant, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais, Malo, de justement, c'est dans le cas où il ne prendrait pas de player option, de dire, bah, écoute, on verra, si une équipe lui propose un truc sur lequel les Suns peuvent pas vraiment s'aligner, bah, tu t'alignes pas, et tant pis, tu récupères quand même dans ton cap une partie importante, parce que je crois que pour le coup, si tu retranches 50 millions là. Ouais, je pense que tu passes en dessous de la seconde apron. Hein. Largement, même la première, sûrement, je pense. peut-être même de la première en fait. Donc du coup, tu reviens dans des zones qui sont un peu plus. Alors, déjà, c'est-à-dire sur le marché des transferts, c'est intéressant parce que tu récupères une value exception, ce genre de choses, et que tu vas pouvoir avoir de la flexibilité que tu n'avais plus depuis un long moment. Mais aussi dans le côté long terme, on sait que dans le nouveau CBA, là, il y a un côté très punitif pour les gens qui sont dans la prône plusieurs années de suite. Et typiquement, ce qu'a fait Minnesota là cet été, c'était un move un peu guidé par ça, c'est-à-dire sortir de cette espèce de long tunnel dans lequel ils allaient avoir tous les gros contrats là entre celui d'Edwards, celui de Kat et celui de Gobert, et arriver à se dire bon bah l'année prochaine on va sortir de l'ornière quoi à ce niveau-là quoi. Et donc du coup on ne sera pas visé par les pénalités de répétition quoi. Ça peut être une stratégie pour les Suns aussi en fait. Je sais pas trop où ils vont se positionner où ils se positionneraient par rapport à ça. C'est-à-dire un Jimmy Butler à 35 ans, est-ce que tu lui proposes un contrat sur 3 ans? Est-ce que ça a vraiment du sens? Enfin, tu vois, genre, qu'est-ce que t'en penses toi, Greg, de toute cette problématique-là? Ben,
Jimmy Butler, moi je le vois pas prendre sa player option là. Il va avoir 36 ans. Si tu prends ta player option à 37 ans, qui va te donner un contrat à plus de 20 ou 30 millions, tu vois, dans une équipe qui a des ambitions? Parce que pour l'instant, Jimmy Butler n'a pas de bague. Donc en fait, il a une équation qui est très simple à résoudre. Lui, il veut, à mon avis, aller dans une équipe compétitive parce que c'est clairement un mec qui veut être champion. Et en même temps, il va pas s'asseoir sur des millions. Donc je pense qu'il est capable de jouer peut-être jusqu'à 37-38 ans, en tout cas dans sa tête. Je ne sais pas si le rendement sur le terrain suivra. Donc là, il a tout intérêt à refuser effectivement cette player option pour aller essayer de trouver un contrat qui sera peut-être pas à 50 millions, mais qui sera sur 2 ou 3 ans au lieu d'une seule année. C'est ce que tu disais, Rod, et c'est ce qui lui permettrait de toucher au final une plus grosse somme que juste ces 50 millions et quelques la saison prochaine. Est-ce que les Suns sont enclins à prendre cette décision-là de lui donner un contrat sur 2 ou 3 ans cet été? Moi, honnêtement, je ne sais pas trop. Est-ce que ça vaudrait le coup pour les Suns de se séparer de lui cet été et du coup de le laisser aller chercher un contrat ailleurs dans une équipe qui a des ambitions ou pas, mais qui serait en tout cas encline à lui donner un contrat suffisamment haut pour lui? Eh ben, peut-être finalement que ça peut jouer. J'étais en train d'essayer de regarder le cap space des Suns pour voir ce qu'il faudrait dégager pour revenir en dessous du premier apron et du coup être tranquille sur le côté, comment dire, sur la free agency 2025-2026 aussi. Et ben, en fait, ça dépend surtout de Yusuf Nurkic. Ça dépend de Yusuf Nurkic et de Grayson Allen, qui sont les deux dont on a discuté des départs éventuels lors du précédent pod sur les trade machines. À partir du moment où on considère que ramener Jimmy Butler, ce n'est pas oublier qu'il faut quand même aller chercher du remplacement au poste 5 à la place de Yusuf Nurkic, et si possible avec un salaire à la baisse, et avec Grayson Allen faire un peu le même move pour un ailier, ou l'inverse, vous avez compris, et ben on peut avancer du côté des Suns. Mais là, on est vraiment sur un scénario qui dépasse l'idéalisme. Là, on est vraiment, c'est même plus de la science-fiction. Là, on est sur de la mythologie. Donc, on est sur du mythe. Donc, voilà, finalement, en fait, ça résume assez bien pour moi ce que représente cette idée de trade autour de Jimmy Butler et les discussions qu'il y a en ce moment dans la fanbase des Suns, du Heat, etc., et chez les observateurs NBA, c'est qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup d'implications dans ce trade, ça peut être intéressant, etc., mais ça reste quand même un alignement d'étoiles. C'est le Marvel Cinematic Universe, le truc, hein, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Je trouve que ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de si, quoi. Ouais, il y a beaucoup de si, ouais. Est-ce que Malo, pour toi, ça fait trop de si, peut-être, effectivement? C'est vrai qu'il y a ce fameux côté alignement de planète, ça te paraît effectivement genre faisable pour Phoenix à terme, finalement, enfin, genre dans la concrétisation un peu de tous ces petits éléments qu'on a donnés là? Faisable, oui, parce que c'est beaucoup d'alignements, beaucoup de si, mais ça reste quand même à chaque fois probable. Enfin, c'est pas des choix démesurés. Et, enfin, il y a beaucoup de choses à faire, notamment. Voilà, on va revenir sur Nurkic, Grayson Allen, tout ça, mais il y a beaucoup de choix qui détermineront tout ça, mais c'est que des choses possibles chacune en fait. Après que chacune se fasse dans le bon ordre et dans le bon truc, c'est sûr que ça fait beaucoup, mais en soi, il n'y a rien de démesuré, je pense, à s'imaginer ce scénario où que Jimmy Butler parte cet été ou qu'il signe par exemple. Je pense que 2 ans serait le bon truc pour nous. Je pense vaudra plus 3. Mais enfin voilà, il y a beaucoup de dominos, on va dire, à faire tomber, mais chacun est possible et n'est pas, enfin, je pense, irréalisable et totalement démesuré à s'imaginer. Enfin voilà, juste parce que ça nous arrange, quoi. Donc, Mm. c'est faisable. On est encore loin que ça se fasse, c'est sûr. Enfin, c'est clair et net même, mais pour moi, c'est possible et je dirais pas non plus probable, mais loin d'être irréalisable, quoi. Ouais, tout à fait. Ça, En tout c'est cas, mon avis, quoi. la première partie du truc, en fait, c'est de toute façon ça, c'est qu'effectivement, si on est dans ces rumeurs-là, c'est pas pour rien. Et en plus, enfin, je sais pas s'il faut l'interpréter comme ça, mais le fait que Shams insiste autant sur ce côté-là, c'est qu'a priori, c'est quand même un peu du sérieux. Enfin, ou alors c'est juste lui qui défend un peu son image de marque par rapport à ça. Mais en tout cas, et c'est indéniable voilà, il se passe quelque chose au moins, un bruissement quoi à ce niveau-là quoi. On a fait un peu le tour, je crois, de la question, et peut-être pour finir, ouais, réfléchir et se dire qu'en fait, enfin, moi, ce serait plutôt ça ma conclusion, c'est par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur le moyen terme, clairement, on serait dans un move, j'allais dire de win now
quoi qu'il arrive, dans l'idée de juste améliorer l'équipe à l'instant T, dans l'objectif de le plus vite possible aller gagner le titre et tout machin, parce qu'encore une fois, on est toujours dans la problématique, on va dire, de cette timeline de KD qui a 36 ans maintenant, ce qui serait encore plus vrai du coup avec en rajoutant un joueur de 35 ans. Et effectivement, tu l'as dit Greg, il y a ce côté ring chaser, bon sens du terme pour le coup, concernant Booker, mais effectivement lui il est passé pas loin à 2 reprises, même s'il y avait quand même un écart assez net dans les deux finales qu'il a joué, mais tout ça pour dire que voilà, il est pas très très loin de cet objectif, et c'est évidemment le grand objectif de sa carrière. On connaît Jimmy Butler, on sait que ce qui l'intéresse c'est pas les paillettes et tout machin, c'est gagner. Et ça ressemble totalement à Matisse Bia de faire ce genre de move où, bon, bah, on l'a vu, de toute façon, l'équipe, là, c'est comment je peux améliorer l'équipe maintenant pour cette saison-ci, et l'année prochaine, on verra pour réfléchir pareil. Donc, exactement. Sur ce côté-là, c'est un trade qui ressemble totalement à ce que peut faire Matisse Bia, James Jones et tout le. Ah, mais je pense qu'ils sont au téléphone. Moi, je pense qu'ils sont clairement au téléphone avec Pat Riley. Je pense qu'ils sont au téléphone avec Pat Riley. Mais encore une fois, ils sont au téléphone avec Pat Riley comme François Bayrou était au téléphone avec Emmanuel Macron. Qui est Macron, qui est Bayrou on ne dira rien. Mais est-ce que James Jones va réussir à être aussi persuasif que François Bayrou auprès d'Emmanuel Macron? Je ne sais pas. Pas facile d'être aussi persuasif que François Bayrou. Hein. Attends, c'est pas de date. En tout cas, c'est pas nos poches qui seront vidées. C'est la différence entre François Bayrou, Emmanuel Macron et Pat Riley et Matisse Bia, c'est que nous, on perdra pas d'argent. Allez, revenons au Suns juste pour finir cette émission. Et parlons un peu, t'en parlais un petit peu Malo. Là, a priori, moi je viens de voir un tweet là qui confirme un peu tout ça. Je crois que KD est encore questionable pour ce soir là, pour le prochain match, donc contre le Jazz, au moment où on enregistre, au moment où vous êtes probablement déjà joué. Mais donc on peut peut-être attendre là le retour de l'équipe au complet, en tout cas pour Nurkic, Allen et Ryan Dunn évidemment. Les 3 ne sont plus sur l'injury report, c'est officiel. Du coup, l'info est de, je vous dis pas de Gérald Bourguet. Donc oui, voilà, on y vient et ça fait quand même assez plaisir parce que c'est ce qui va. Si KD n'est pas là, ça sert à rien à ce qui paraît. Enfin, on va voir, mais comment vous voyez les choses là sur ce retour? Vous l'attendez avec impatience? Finalement, on se dit, c'est peut-être même pas si urgent que ça parce que ce match-là, il est prenable au Jazz. En même temps, si on le perd, les conséquences mentales. Bon, bref, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, personnellement, j'ai presque envie que Kevin Durant prenne son temps. D'abord parce que je veux qu'il guérisse vraiment bien, mais même bon, s'il gardera toujours des fragilités à la cheville. Mais surtout parce que moi, j'ai pas envie que Devin Booker et les autres, mais surtout Devin Booker, se cachent grâce à Kevin Durant. Moi, je veux retrouver le Devin Booker qui a fait rêver cette franchise pendant 9 ans et demi et qui l'a porté sur ses épaules, qui l'a amené en finale de conférence, aidé par un supporting cast justement qui avait de la grinta, qui avait du caractère et du leadership. Mais je veux retrouver ce Devin Booker-là. Et sans ce Devin Booker-là, on a beau avoir Kevin Durant, même avec un Kevin Durant candidat MVP, on n'ira pas au titre. Et moi, j'écoute ce que Matisse Bia me dit. Matisse Bia me dit, on vise le titre. Donc, je reprends la phrase fétiche de Alex, notre camarade fan des Suns du côté de chez Trash Talk. On vise le titre. Donc, si on vise le titre, on doit avoir Devin Booker au top. Et là, pour l'instant, sur les 20-22 matchs que les Suns ont joués, Devin Booker, il n'est pas au top. Hein. Devin Booker, il est à peine meilleur que Tyler Hero. Donc, voire même honnêtement, moins bon. C'est pas sûr, donc attention. Non mais t'as raison, c'est vraiment le truc là en ce moment, il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque match sans KD est une nouvelle occasion pour Booker un peu de se réveiller entre guillemets, même si voilà, on a déjà depuis quelques épisodes on en parle et effectivement c'est toujours plus nuancé que juste il est nul. Oui, bien sûr. Et par contre, il est un cran en dessous de ce qu'il peut faire, c'est évident quoi. Et effectivement, on attend ce qu'il doit faire aussi. Voilà, de ce qu'il doit faire. Vous avez raison, t'as raison, c'est plutôt de ce qu'il doit faire plutôt de ce qu'il peut faire. Il est en train de rater un train, quoi. Le mec Jordan, donc oui, c'est possible. Mais voilà. Donc, Malo aussi, tu vois cet angle-là, c'est l'angle donné par Greg qui est assez intéressant. Comment tu accueilles le retour de ces un peu partagé parce que oui, d'un côté, déjà il y a ce côté envie que Kevin Durant soit vraiment à 100%, mais aussi envie de voir un match sans Kevin Durant, une belle victoire là. En plus, les 4 prochains matchs. En plus, il y a quand même pas mal d'espace entre les matchs. Il y a ce soir contre le Jazz. Après, il y a 3 réceptions de Portland, Indiana et Détroit. Sans manquer de respect à ces équipes-là, on doit faire 4 victoires, 0 défaite si on veut, vraiment
comme on l'a Relancer dit, la machine. on joue le titre. Donc, une équipe qui joue le titre est censée gagner contre ces 4 équipes. Donc, c'est sûr que ouais, j'ai envie de voir un Devin Booker à 40 points qui voilà, en 3 quarts temps, le match est plié. Il joue 2 minutes du 4e et voilà, ça fait du bien. Kevin Durant revient au match d'après et tout le monde est content, entre guillemets. Et il y a un côté où je me dis, bon, avec Kevin Durant, il y a cette sécurité, on va dire, de savoir que ça va bien se passer, entre guillemets. Mais voilà, c'est sûr que cette pause aussi, on va faire du bien, je pense, à toute l'équipe, déjà parce qu'on retrouve tout le monde. Parce qu'il y avait Kevin Durant d'absent, mais il y avait aussi Ryan Dunn, aussi Yusuf Nurkic, Grayson Allen qui était pas très bien, Bradley Beal qui revient tout juste aussi, donc même avec un Devin Booker qui était pas à 100% de sa forme, là on peut retrouver tout le monde un petit peu reposé. On a vu que la dernière pause avait quand même fait du bien Carrément. à cette équipe. Là, je pense que ça peut faire beaucoup, et ça doit faire beaucoup de bien, et que ouais, on peut enchaîner 4 matchs assez tranquilles, on va dire, avant d'enchaîner quelques grosses rencontres, notamment l'enchaînement Nuggets, Mavericks, Warriors, qui peut. Faudrait être en forme, quoi. On a un calendrier à partir de Noël qui commence à être vraiment corsé, je crois. C'est ça. Comme ça. Et effectivement, oui, il y a un côté rampe de lancement là avec ces 4 matchs qui arrivent. Il faut en profiter à la fois. Et je suis vraiment d'accord avec votre perspective. Alors par contre, la mauvaise nouvelle entre guillemets, c'est l'adversaire là de ce soir. C'est-à-dire que quelque part, on va presque pas en tirer de conclusion si Kevin Durant ne joue pas et qu'on gagne, parce que c'est le seul match qu'on a gagné sans KD pour l'instant cette saison. Le premier match à Utah, il y a à peu près un mois, quoi. Et effectivement, c'est la seule fois. D'ailleurs, c'était un peu, je crois que c'était le premier match, ou le deuxième match post-blessure, quoi. Et effectivement, oui, ça c'était le match d'après la blessure. Et effectivement, c'est la seule fois, pour l'instant, jusqu'ici, où Phoenix a gagné sans Durant cette saison. Donc, bon, l'identité de l'adversaire fait que, mais du coup, ça reste un match où tu peux prendre un peu de confiance et tout machin. Malheureusement, ça n'avait pas très bien marché la dernière fois, on va dire, parce que ça avait été suivi d'une série de défaites. Là, on va voir, mais sachant que la dynamique de l'effectif, c'est plutôt, là, on est en train de récupérer les blessés. Ça peut être intéressant, justement, de se lancer sur le match de ce soir en se disant, voilà, KD, je sais pas si restriction de minutes ou même genre ne pas le faire jouer du tout, et en se disant, c'est pas grave, il va revenir progressivement en jambes sur les matchs suivants, quoi, avec effectivement cet objectif-là des matchs de Noël et d'après contre les Nuggets, qui vont être des matchs importants, parce qu'encore une fois, on n'est pas la seule équipe qui a des soucis dans la conférence Ouest, et on va en rentrer dans une période assez cruciale justement où les écarts vont se creuser. Alors il y a déjà une partie de la conférence Ouest qui nous semble maintenant assez loin en termes de bilan. C'est le moment où justement faut pas trop lambiner et faut pas se retrouver du mauvais côté un peu de. On est 10e, hein. Truc, quoi. Ouais. On est Là, on est quand même qu'à une victoire et demie entre guillemets de la 5e place, quoi. Donc, c'est comme l'année dernière, on se retrouve dans la même situation. Là, ça commence vraiment à y ressembler de plus en plus. Donc voilà, on a eu cette opportunité l'année dernière, alors qu'on a loupé de prendre le bon wagon à un moment et tout machin, ce qui fait que derrière, on a galéré pendant toute la saison à se dire, attends, on est entre 5 et 9. Là, je pense que, encore une fois, trade de Butler ou pas, on s'en fout, c'est pas la question. Là, dans l'état actuel de l'équipe, on a bien vu, vous l'avez dit tous les deux, au complet, cette équipe-là, elle peut enchaîner les victoires. En fait, absolument. Voilà, et surtout vu les adversaires qui se présentent, quoi. Non, notamment, tu vois, mais même avec ce qui arrive de un peu plus costaud après, finalement. Oui. Et ça, c'est vraiment un truc, moi, que je retiens du début de saison, qu'il y a un peu plus que l'année dernière, en tout cas, pour l'instant. Après, ça restera à prolonger sur la durée, mais j'ai l'impression qu'on a à avoir peur de personne, notamment quand on est au complet. Top 4 de l'Ouest. Le plancher de cette équipe, quand tout le monde est présent, c'est top 4 de l'Ouest. C'est le plancher. Ouais, c'est le plancher. Avec les Mavs. C'est le plancher. C'est le plancher. La seule équipe que tu regardes pas dans les yeux et devant laquelle tu y vas avec modération, c'est Oklahoma. Mais sinon, sinon tu regardes tout le monde dans les yeux quand tout le monde est en forme, sur ce début de saison en tout cas. Oklahoma, en plus, nous, l'affrontement, du coup, est pas bon, parce qu'on avait ni Bill ni Durant, nous, sur ce match-là. Et il leur manquait Chet. Eux, ils avaient pas Holmgren, je crois. Ni Hartenstein. C'était Jalen Williams qui jouait le pivot. Carrément. Donc effectivement, c'est difficile à jauger. En fait, je serais curieux de voir justement un affrontement entre ces deux équipes à fond pour voir où on est. A priori, effectivement, on est en dessous. Moi, c'est l'équipe pour moi favorite de l'Ouest et pour beaucoup de gens, bien sûr. Mais surtout dans la durée, on va dire, sur une saison complète. Ils sont largement au-dessus de nous. Sur un match, tu vois, justement, sur le shotmaking notamment, c'est une équipe, je pense, en fait, ça. Ah oui. Et cette notion-là, un shotmaking mieux organisé, mieux réparti là cette saison avec la méthode Bud, on voit que c'est très très efficace. En fait, la différence, elle est presque mécanique, quoi. Et effectivement, ça c'est très intéressant. Le problème, c'est toujours le même.
des joueurs qui sont L'impression de se répéter. et que celui qui ne s'est pas blessé pour l'instant, donc Booker lui est un peu en dessous. Et d'ailleurs, il y a aussi un peu une dimension physique là-dessus. Il est moins juteux que d'habitude. Ah ouais, il est pas juteux, il est sec. Il a pas pris un coup de chaud en 20 matchs, quoi. Donc, Bah si, il fait un match à 40. il y a eu un match à 40 points. Ouais, mais tu vois, dans la sensation, c'est pas non plus un coup de non, chaud non, où il va non. enchaîner les tirs, ça rentre sans du tout toucher le filet, de la balle. Non, c'est Tu un sais joueur. qu'il rentre au moment où il tire. C'est un C'est joueur. il a pas eu ces coups de chaud là qui le Ouais. définissent, quoi. Je trouve. C'est un joueur qui peut renvoyer très facilement une sensation d'être absolument implacable. D'abord par son style de jeu très sobre, etc. Et il te renvoie vraiment l'impression que s'il le décide, il va sauter plus haut que toi, prendre le shoot au-dessus de ta tête et ça va rentrer à chaque fois. Et ce côté-là, pour l'instant, cette saison, on l'a pas vu. Mais on l'a pas vu depuis le All-Star Game 2024. On ne l'a pas vu depuis cette date-là. Ça fait pas juste depuis ce début de saison. Il n'y a que Team USA qui l'a eu. Ouais, mais Team USA, il était dans un rôle différent, donc justement. C'est ça, c'était pas vraiment Devin Booker. Moi, j'ai pas regardé les C'était JO. Ray Allen, c'était autre chose. Mais il semble qu'il ait coup de chaud, quoi, pendant les JO. Absolument. C'était le liant, quoi. Voilà. Donc, effectivement, c'est. Après, il a plus cette régularité qu'on lui reprochait des fois. Il a beaucoup moins ces matchs où il met 15 points, même s'il en a quand même quelques-uns. Il va toujours aller chercher, notamment, on l'a dit, aller chercher les lancers francs qui fait beaucoup mieux qu'avant. Mais ouais, c'est que ce côté, il va t'en claquer 15 dans le carton et tu vas aller faire un run grâce à ça. Même son match à 40 points, j'ai pas eu cette sensation-là cette saison, quoi. Non, ça va. C'est ça qui manque, en fait, clairement. Hein. C'est ce qui fait qu'il est un petit peu limité. Et la moyenne de points. Quelle Enfin, voilà. frustration que ça lui- Âge. Et on sent que ça le frustre aussi sûrement même lui de savoir qu'il est capable de faire ça, mais qu'il n'y arrive pas en tout cas sur ce. Ouais, ça frustre pas que lui. Sur des blocages, quoi. Oui, c'est sûr. Moi le premier. Hein. On est tous là, je pense que c'est la frustration majeure là sur le début de saison de foot. Parce qu'effectivement, on a le sentiment qu'on est un peu à ce petit cap-là d'être vraiment bien plus, déjà bien mieux placé là dans cette course de la conférence Ouest et bien plus dangereux comme équipe. Parce qu'effectivement, là, on a vraiment cette impression-là que KD assure ce travail-là. Book, on peut pas trop compter sur lui malheureusement. Enfin, c'est compliqué. Encore une fois, on lui en demande beaucoup parce qu'il fait plein de trucs sur le terrain et qu'on lui demande aussi. Parce que c'est Devin Booker aussi. Et tout machin. Enfin, on lui demande de défendre plus. Il défend plus aussi cette année que la saison précédente et tout machin. Donc il y a vraiment plein de trucs qui rentrent en ligne de compte, quoi. Bon, écoutez messieurs, c'était pas mal pour clore cette émission de faire un petit point sur 10 minutes qui nous frustre toujours autant. Et on espère que ça va changer là dans les matchs qui arrivent avec une montée en puissance qu'on attend là pour cette fin décembre avant le mois de janvier qui va être vraiment crucial. Écoutez messieurs, merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous deux, merci à tout le monde. Rejoignez-nous sur Twitter, sur partout où vous êtes, quoi. Pas encore de compte Blue Sky. Non. C'est vrai qu'il faudrait qu'on organise ça, mais on est sur YouTube, on est sur Twitter, on est sur vos plateformes de podcast préférées. Vous nous laissez des bonnes notes, vous envoyez à vos potes et vous faites connaître les Suns. Et les douces voix de Malo, de Rodolphe et de moi-même. Et tentez-vous les cheveux en orange, ça va. Absolument. Jimmy Butler qui est voilà, c'est juste un fan de F1 McLaren et qui célébrait le peut-être le premier depuis un moment en plus. Donc c'est ça. Hein. Peut-être. On ne sait pas. Ce n'est peut-être que ça. Halloween en retard, on ne sait pas. Une équipe orange qui gagnait pas pendant 30 ans, qui se met à gagner. Les dernières fois, c'était plutôt l'époque Hamilton Alonso. Voilà. Et Hamilton Button aussi. Je sais pas s'ils avaient été champions pour le coup. Mais je crois que ça faisait près de 30 ans qu'ils n'avaient pas été champions d'équipe. Ouais, on n'a jamais fait une bifurcation aussi loin. C'est vrai que. Il est temps de lâcher les micros. Désolé à nos auditeurs pour cette dernière digression et on vous souhaite de bons matchs là pour Phoenix et on se retrouve avant la fin de l'année pour un prochain podcast. Ciao. Carrément. Ciao.